Que des jardiniers amateurs et des fanatiques de botanique la cultivent dans leurs petites serres personnelles. La principale difficulté de son acclimatation en Suède était qu'elle exigeait un climat doux et sec, et qu'elle devait passer les 6 mois de l'hiver à l'abri. Les sols calcaires ne lui convenaient pas, et elle avait besoin d'un arrosage souterrain, directement absorbable par la racine. Elle exigeait savoir-faire et main verte. Théoriquement, le fait que cette plante soit rare en Suède aurait dû faciliter le pistage de l'origine de cet exemplaire, mais concrètement, la tâche était impossible. Il n'existait ni registre à consulter, ni licence à examiner. Personne ne savait combien d'horticulteurs amateurs avaient pu procéder à l'importation aléatoire d'une plante aussi difficile. Cela pouvait aller de quelques-uns jusqu'à des centaines de passionnés de fleurs qui avaient accès aux graines et aux plantes. N'importe quel jardinier avait pu les acheter à un confrère, sans trace ni facture, ou par correspondance, ou à un jardin botanique, n'importe où en Europe. Elle aurait même pu être introduite en Suède au retour d'un voyage en Australie. Autrement dit, identifier ces cultivateurs parmi les millions de Suédois qui possèdent une petite serre ou un pot de fleurs sur un rebord de fenêtre était une tâche vouée à l'échec. Elle n'était qu'un numéro dans la suite de fleurs mystificatrices qui arrivaient chaque année toujours dans une grosse enveloppe molletonnée le 1er novembre. L'espèce changeait d'une année à l'autre, mais c'étaient de belles fleurs et souvent assez rares. Comme toujours, la fleur était pressée, soigneusement fixée sur du papier à dessin et encadrée sous verre au format 29 x 16. Le mystère de ces fleurs n'avait jamais été communiqué aux médias et n'était connu que d'un cercle limité. 3 décennies plus tôt, l'arrivée annuelle de la fleur avait fait l'objet d'analyses, du laboratoire criminologique de l'État, d'experts en empreintes digitales et de graphologues, de criminologues patentés et d'un certain nombre de proches et amis du destinataire. À présent, les acteurs du drame n'étaient plus que 3. Le vieux héros de la fête, le policier à la retraite et, naturellement, l'individu inconnu qui avait envoyé le cadeau. Les 2 premiers au moins ayant atteint un âge plus que respectable, il était grand temps de se préparer à l'inéluctable. Le cercle des initiés allait diminuer sous peu. Le policier à la retraite était un vétéran que les épreuves avaient fortifié. Jamais il n'avait oublié sa première intervention. L'arrestation d'un homme ivre, un mécanicien des chemins de fer, violent et prêt à mettre en jeu sa vie ou celle de quelqu'un d'autre. Au cours de sa carrière, le policier avait expédié en tôle des braconniers, des hommes qui battaient leurs femmes, des escrocs, des voleurs de voitures et des conducteurs en état d'ébriété. Il avait été confronté à des cambrioleurs, des voleurs, des trafiquants, des violeurs, et au moins un dynamiteur plus ou moins malade mental. Il avait participé à 9 enquêtes sur des meurtres ou des assassinats. Dans 5 d'entre elles, le coupable avait lui-même appelé la police, bourrelé de remords pour avouer être le meurtrier de sa femme, de son frère ou d'un autre proche. 3 cas avaient nécessité des investigations. 2 avaient trouvé leur dénouement au bout de quelques jours, et 1 avec l'assistance de la CEPO au bout de 2 ans. La 9e enquête n'avait pas de base policière solide, c'est-à-dire que les investigateurs savaient qui était l'assassin. Mais les preuves étaient si minces que le procureur avait décidé de laisser l'affaire en sommeil. Aux grandes dames du commissaire, il y avait finalement eu prescription. Globalement, il avait cependant derrière lui une carrière impressionnante et aurait logiquement dû se sentir satisfait du travail accompli. Il était tout sauf satisfait. Pour le commissaire, l'affaire des fleurs séchées était une épine qui restait plantée. L'enquête frustrante, toujours irrésolue, à laquelle il avait sans conteste consacré le plus de temps. La situation était doublement saugrenue puisque, après des milliers d'heures de réflexion, en service autant que hors service, il n'était même pas sûr qu'il y avait eu un crime. Les 2 hommes savaient que l'individu qui avait collé la fleur séchée avait utilisé des gants. On ne trouvait d'empreinte ni sur le cadre ni sur le verre. Ils savaient qu'on ne pouvait absolument pas remonter à l'expéditeur. Ils savaient que le cadre était en vente dans des magasins de photos ou dans des papeteries du monde entier. Il n'y avait tout simplement aucune piste d'investigation à suivre. Et le cachet de la poste changeait toujours. Le plus souvent, il était de Stockholm, mais 3 fois de Londres, 2 de Paris, 2 de Copenhague, 1 fois de Madrid, 1 de Bonn et 1 fois, la plus intrigante, de Pensacola, États-Unis. Alors que toutes les autres villes étaient des capitales, Pensacola était un nom tellement inconnu que le commissaire avait été obligé de chercher la ville dans un atlas. Après avoir raccroché, l'homme qui fêtait ses 82 ans resta un long moment sans bouger, à contempler la belle mais insignifiante fleur australienne dont il ne connaissait pas encore le nom. Puis, il leva les yeux vers le mur au-dessus du bureau.
43 fleurs. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.